Parfait. Bonjour tout le monde, on est Chris Doran, un représentant des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire offert par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter du nouveau sujet de l'heure, l'importance de la surveillance des conditions et ses solutions avec FLIR. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone durant la présentation. La présentation durera environ 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à fin pour les questions et réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction de chat et nous ferons un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation lors de la période des questions. ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec FLIR depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de FLIR. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Manny Elsed, directeur des ventes du district Est du Canada et s'occupe de tous les segments de solutions industrielles, automatisation, incendie, OGI, bâtiments, sciences, drones, volume, X-Tech, instruments, OTS et sécurité. Manny travaille chez FLIR depuis 2012. Manny, la présentation est à vous. Merci beaucoup, Chris. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour m'avoir rejoint ce matin pour la petite présentation. Puis, comme Chris m'explique, ça fait quasiment 9 ans que je suis avec FLIR et je m'en occupe avec plusieurs produits de FLIR depuis longtemps. Je ne suis pas l'expert de tout, mais je connais pas mal tous nos produits. Alors, ce matin, j'aimerais vous présenter qu'est-ce qu'on appelle l'importance de surveillance d'état aux conditions et des solutions. Pour la présentation, je vais fermer ma caméra juste parce que je ne veux pas que ça load l'Internet, mais après, je vais l'ouvrir puis on peut avoir une discussion. Alors, je vais juste fermer ça. Parfait. Alors, je commence. C'est quoi la surveillance de l'état ou les conditions qu'on appelle? L'ordre de jour ou l'agenda, on va regarder c'est quoi? On va discuter la vie de l'équipement, le cycle de conditions des équipements. Et comment on peut faire le diagnostic, quel genre des équipements on peut utiliser pour faire le diagnostic et tests pour vérifier la durée des équipements, mais faire les maintenances préventives. Alors, la surveillance de l'état aux conditions, c'est un cycle de vie de tout genre. C'est le même principe qu'un cycle de vie d'un humain. On vérifie, on prend des paramètres des équipements pour vérifier l'état, pour voir est-ce qu'il y a bon fonctionnement. Ça améliore la sécurité et la durabilité de l'équipement, pour faire améliorer la productivité, réduire les coûts comme de shutdown pour ne pas avoir des erreurs ou des accidents, et aussi réduire, comme je dis, le risque des accidents graves ou blessures de travailleurs. Ici, ça c'est un graphique qu'on utilise pour, comme on dit, un truc dédié ou définir c'est quoi le cycle de vie des équipements, n'importe quel genre d'équipement, soit mécanique, électrique, n'importe quoi, électronique. C'est le même principe. Il y a une phase on appelle ça installation initiale. Ça, c'est la phase que les équipements, comme un exemple ici de moteur, sont bien balancés, bien alignés, tout est vérifié comme il faut, en respectant les recommandations du manufacturier en suivant. Alors, l'installateur, soit un spécialiste ou le technicien ou la compagnie vont faire ce genre d'installation-là en respectant les normes définies par le manufacturier. Okay? Le deuxième cycle, c'est là qu'on commence d'avoir de entretien anticipé. Ça veut dire que c'est normal, tous les équipements vont, à un moment donné, commencer d'avoir un genre de usure. Puis, il faut commencer de faire entretien anticipé. Ça veut dire que oui, il va y avoir certains défauts, défaillances qui vont arriver, qu'il faut regarder. Comment qu'on peut le faire pour être sûr qu'on est toujours en bon état sans avoir trop de défauts plus loin? Comment qu'on peut éviter? Alors, les technologies qu'on va discuter ici, ce serait dans cette phase-là, c'est la vibration et l'ultrason. Okay?
Dans la phase plus tard dans la vie, alors dès que les équipements sont commencés d'être utilisés, c'est là qu'ils commencent à avoir des anomalies thermiques ou température thermique, soit quelque chose des vibrations ou bearing qui est usé, équipement qui est comme exemple dans l'électrique, isolateurs qui sont craqués, délaminés, qui vont causer de perte de chaleur. C'est là qu'on commence à utiliser des systèmes infrarouges dans ce plus tard, parce que là, c'est là qu'il va y avoir le différentiel de température. C'est plus facile à détecter. Et c'est sûr, pour éviter les phases finales, qui est les défaillances correctives, les majeures, pour ne pas avoir des accidents. Une chose qu'on utilise toujours, c'est la solution de l'échelle pour mettre toutes les données qu'on a, soit l'ultrason, vibration ou thermique, ensemble pour éviter la phase finale pour ne pas avoir des accidents et maintenir la durée de vie des équipements le plus longtemps possible. Tout le monde sait maintenant, la plupart des industries, c'est pas comme avant que s'il y avait un défaut avec un moteur, on avait 3 spares à côté qu'on peut les changer. Puis maintenant, c'est rendu qu'on veut être sûr que nos équipements en fonction vont fonctionner le plus longtemps possible pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut. Alors, comment on peut le faire? C'est vraiment d'avoir les bons équipements ou les bonnes méthodes de diagnostic à faire ça pour ne pas avoir une défaillance majeure à la fin. Alors, la première technologie qu'on recommande pour faire le diagnostic initial au départ, juste après l'installation, c'est les vibrations. Pourquoi? Ou comment? Les vibrations, il y a plusieurs raisons pourquoi il peut y avoir une vibration dans les équipements, soit moteur ou panneau, n'importe quoi. Les vibrations, il y a plusieurs affaires qui vont l'affecter. Souvent, c'est les forces qui vont affecter, peut-être en fonctionnement, peut-être avec les heures d'installation, l'ancrage, dépendamment de ce que. Alors, c'est l'intervalle qui va arriver. Et ça va affecter les vibrations, malheureusement. Si ce n'est pas vérifié comme il faut, ça va affecter les durées de vie des fonctionnements des équipements. Et souvent, c'est les erreurs de l'installation au début qui est causé, mauvais alignement, quelque chose qui n'est pas bien balancé, c'est ça qu'on trouve. Alors, de façon plus simple pour être capable de vérifier les heures normales et les heures de structure, c'est d'utiliser des systèmes de vibration, détecteurs de vibration. Il y a deux modèles. Il y a des vibrations portatifs. Ça, c'est pour genre des équipements. Si vous avez un programme de prévention, pas nécessairement critique, généralement utilisé pour les équipements moins critiques, on appelle ça, ou semi-critiques, on peut utiliser des systèmes portatifs qui nous permettent de faire des vérifications de vibrations sur certains temps en utilisant des graphiques. Ici, on a des modèles, des unités qui nous permettent avec des sensors qui vont vérifier soit une vibration sur un axis ou plusieurs, dépendamment du genre d'équipement que vous utilisez. Et ça nous permet de générer des graphiques sur temps en fait un enregistrement de données dans la mémoire de l'instrument. Mais ça, c'est portatif, ça, c'est au besoin, soit d'intervalles réguliers ou à la fois comme vous voulez dans le système. L'autre option que FLIR vous offre comme solution, on a un système de surveillance optimisé en continu. C'est un système qui vous permet de faire la vibration initiale. Alors, dès qu'on a installé les équipements, pour être sûr que tout est bien fait et pas de défauts critiques, avant qu'on ait rendu plus loin des points de chaleur, on peut commencer de faire une vérification en continu, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toute l'année. C'est le système le moins dispendieux pour faire un diagnostic initial. Il y a moins de risque d'avoir des dommages plus majeurs plus loin. Nos systèmes, ils appellent ça le SV87 Kit. Ça, c'est un système de surveillance avec des sensors qui mesurent les températures et aussi les vibrations et fréquences et tout genre des autres données aussi dans 3 axes. On peut mettre jusqu'à 10 sensors par récepteur. Alors, l'idée, c'est ces instruments-là, ces sensors-là communiquent en Bluetooth avec le receiver. Puis le receiver, il y a une mémoire qui transmet l'info par Wi-Fi. OK, on peut le voir avec nos cellulaires. Ou si on veut enregistrer les données en continu, on peut les faire connecter avec un ordinateur. Puis on peut mettre le logiciel, puis ça va être capable d'enregistrer sans temps limité. Si on utilise juste un cellulaire, c'est 5 jours d'enregistrement. Si on utilise avec un PC, c'est en continu, il n'y a pas de limite. C'est les limites des PC à ce moment-là. Mais on peut avoir jusqu'à 10 sensors. Nous autres, les kits se vendent d'habitude en 4 sensors et un récepteur, mais on peut l'acheter un sensor à la fois pour en rajouter jusqu'à 10 par receiver. Ça, c'est la méthode la plus simple
pour commencer à faire les premiers diagnostics avant qu'on ait même rendu à avoir des points chauds. Alors, si vous imaginez un moteur qui vient d'être installé, on veut vérifier qu'il n'y a pas de danger. On peut commencer de vérifier. Alors, on a la vibration initiale, le diagnostic. Avec le temps, on peut regarder, voir s'il y a des changements ou des anomalies qu'on devrait regarder. Okay. Qui peut utiliser? Alors, tout le monde c'est une équipe de vérification des équipements, entretien de l'usine, équipe moteur, tout le monde qui touche ça, qui crée un programme de prévention, devrait regarder ce genre de système. Comme je dis, ça, c'est le système le moins dispendieux, le plus pratique et le plus rapide. Ça ne prend pas quelqu'un d'expertise pour vraiment comprendre c'est quoi. C'est simple à installer et pas de compliqué, mais c'est le premier système de diagnostic dans le cycle de vie de conditions d'état des équipements pour tout genre des industries. Maintenant, l'ultrason. Alors, on a vu la vibration pour les équipements. Maintenant, on va regarder comment les ultrasons peuvent nous aider à faire les diagnostics. Alors, dans la même phase au début qu'on a gardé, si vous avez de vibrations, certains équipements vont créer aussi des ultrasons. Alors, si vous ne voulez pas implémenter des systèmes de vibration pour faire des diagnostics, on peut utiliser des diagnostics ultrasons. L'ultrason, c'est dès qu'il y a une petite friction ou de quoi entre les équipements, ça va générer une certaine fréquence qu'on est capable de capturer avec les caméras ultrasons. Ces ultrasons, c'est des hautes fréquences que nous, on n'entend pas. Souvent, sont vraiment directionnelles. Moi, j'explique ça toujours comme, imaginez comme votre système de cinéma maison. Le subwoofer, on peut installer ça n'importe où, parce que ça, c'est des bas fréquences. Ils ne sont pas directionnels, mais le speaker pour le voix ou le son, on devrait les mettre vraiment devant nous parce qu'ils sont directionnels. Les ultrasons, c'est le même principe, sont vraiment directionnels. Il faut s'assurer que vous êtes en bonne place pour capturer aussi. Alors, mais ça prend des équipements spécialisés pour mesurer ça. Nous, FLIR, avec l'instrument qu'on appelle ça le SI124, on est capable de voir des décharges électriques partielles, détection des fuites du système d'air, l'utilisation de dépannage mécanique, système de vacuum, fuite de gaz sur pression. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Alors, si vous ne voulez pas implémenter des systèmes de vibration ou vous voulez mettre les deux ensemble, c'est une bonne façon d'avoir un système de diagnostic de départ, on appelle ça, avant qu'on ait rendu le point, avoir le point chaud pour faire des diagnostics avec les caméras thermiques. En plus, l'ultrason, on le voit, c'est une très bonne détection pour le système d'air comprimé. Il y a plusieurs industries, usines qui utilisent les airs comprimés pour manufacturing ou de plein d'applications, mais le système d'électricité d'utilisation de l'air comprimé est énorme. Ils ont fait, les départements d'État US, ils ont fait des recherches, mais ont vu que ça a quasiment 30% de l'électricité utilisée par les usines, c'est dans l'air comprimé. Alors, imaginez si vous perdez juste 30% de cette consommation-là et dans la perte, en calcul avec l'énergie, du coût d'énergie sur juste une compresseur de 200 forces à 6800 heures à 11 sous le kilowatt, c'est quasiment 40 000 US dollars par année de consommation de perte d'énergie. Alors, on est capable de sauver ce type de défaut-là. Alors, on a les mêmes systèmes d'ultrasons pour faire des diagnostics mécaniques, de fuite, tout ça. On peut même faire des systèmes d'air comprimé pour nous sauver d'argent aussi. Ça, c'est un exemple des images qu'on voit avec les caméras ultrasons. Alors, la caméra a un écran LCD visuel. Vous avez 124 microphones devant la caméra. Ça nous permet de localiser la fuite d'air facilement pour voir où est-ce qu'on doit régler ou réparer. Puis ça, c'est souvent usé à cause de changements de température, vibrations, usure normale. C'est là qu'on commence à voir, souvent, c'est là qu'il y a tout le temps ces déconnexions ou les joints, qui est le fuite d'air qu'on le voit. Ça, c'est un autre exemple. Alors, l'image est vraiment l'image noir et blanc visuelle et on met l'image d'intensité d'ultrason dans l'image, par le microphone sur l'image pour localiser facilement le défaut. Maintenant, pour l'ultrason et les décharges partielles. Les effets Corona dans l'industrie électrique, soit le tour de transmission ou le transport, tout ça, l'effet de Corona, c'est quelque chose ça va causer beaucoup de dommages avec le temps. Malheureusement, ça cause des usures d'isolation de fils avec le temps, ça va créer poudre blanche, alors il faut vraiment l'éviter. Avec l'ultrason, on est capable de les localiser pour éviter d'avoir le suivi de surface ou on appelle ça l'arc électrique pour ne pas avoir une défaillance majeure des équipements. La caméra est capable de les localiser
parce que le courant va générer un ultrason facilement pour nous donner ce genre des images. Alors, c'est une autre mode dans les mêmes caméras, c'est une autre bande de fréquences, mais on commence de voir qu'il y a un peu de genre de décharge partielle d'isolateurs à cause qu'il commence avec le temps de changement de température, soit froid, chaud, il commence à avoir de l'élimination, puis l'isolateur est moins effectif. Alors, si on ne règle pas le problème assez de temps, à un moment donné, il va y avoir un erreur électrique et ça va créer une panne électrique dans cet endroit-là. Ça, c'est un autre exemple d'isolateur sur un tour de transmission. Encore là, à l'intérieur. Alors, c'est ça, le S624, comme j'avais dit tantôt, c'est fait pour décharge partielle fluide d'air, système mécanique. C'est vraiment léger. Les caméras pèsent quasiment 2 livres. Vous est capable de voir vraiment jusqu'à 100 mètres ou 328 pieds pour détecter le genre de fuite ou de décharge partielle de loin de distance. Vous avez une durée de batterie jusqu'à 8 heures. Vous avez le Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec le S624? Vous avez le système d'intelligence artificielle qui vous permet de faire savoir c'est quoi le défaut. Et même, il est capable de calculer pour le fuite d'air c'est quoi le leak rate et ça nous coûte combien cette fuite d'air-là. Alors, c'est un avantage énorme avec ce système-là, que vous avez l'intelligence artificielle. C'est vraiment facile. Vous n'avez besoin pas d'être nécessairement expert pour comprendre. Ça se fait tout par le système de caméra. Vous avez un écran de 5 pouces et capable d'opérer des moins 10 à 50 degrés C. On donne aussi des formations en ligne pour comprendre la théorie de l'ultrason, comment l'utiliser. C'est une introduction, on appelle ça l'ultrason, qui est offert par FLIR, la division on appelle ça ETC ou Infrared Training Center de FLIR. Maintenant, on va parler des phases plus loin. C'est le point de maintenance préventive de fenêtres infrarouges. Je suis sûr que vous avez déjà, certains d'entre vous qui ont déjà peut-être vu ça dans leur vie ou dans les équipements, ils sont installés souvent dans les cabinets électriques, mais j'en ai vu d'autres applications aussi. Dans le monde de fenêtres infrarouges, il y a des styles de fenêtres ronds ou des styles de fenêtres carrées ou rectangulaires. La différence, c'est dépendamment du genre des équipements qu'on inspecte avec. Pourquoi ils sont utilisés? Par les normes NFPA 70E. Ça, c'est la norme qui nous permet. Il y a certains équipements, il faut l'inspecter à distance sécuritaire. On ne peut pas être trop proche parce qu'il y a un risque de choc électrique. Alors, comment on peut l'inspecter sans danger? Ça prend un genre de fenêtre infrarouge. Première chose, alors, il faut respecter ça. Alors, l'avantage de fenêtre IR, c'est les portes des armoires des équipements restant fermées. Alors, il y a moins de risque d'avoir des arcs flash. Les travailleurs sont isolés. Il n'y a pas de tension. Le commutateur peut rester sous tension sans être trop en danger. Alors, il faut quand même respecter certaines distances, mais ils sont moins en danger versus d'être le cabinet ouvert. Ça réduit beaucoup le genre des arcs flash. En plus, la fiabilité. Les armoires restent toujours fermées. Ça prend beaucoup moins de temps d'inspecter maintenant. On peut le faire beaucoup plus régulièrement. Je ne suis pas obligé d'amener quelqu'un de très spécialisé pour le faire. Ça se fait facilement. Et on peut détecter les problèmes avant. Alors maintenant, à ce moment-là, on est rendu dans le point de caméra thermique. Alors, on est capable de détecter facilement les défauts plus rapidement avec l'infrarouge sans besoin d'ouvrir de quoi. Alors, on peut l'utiliser dans le cabinet électrique ou si vous avez des situations où les équipements sont dangereux, mais quand même, je veux faire genre des inspections thermiques, on peut installer une fenêtre infrarouge pour nous permettre de faire une inspection à distance. Améliorer les productivités. Ça prend juste une personne pour le faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une équipe, quelqu'un pour regarder la situation et quelqu'un pour faire l'inspection. Ça sauve beaucoup de temps de travail. Alors, ça réduit les heures de travail, le risque. Vraiment, vous avez moins besoin de porter des équipements EPI. Comme d'habitude, pour ouvrir le cabinet, ça prend des EPI 4, quelque chose de vraiment, quelqu'un qui hazmat, c'est vraiment grave, mais à ce moment-là, on peut avoir des affaires plus simples. Alors, comme on répète, au lieu d'avoir ça comme équipement, on peut juste le faire avec un casque et lunettes, inspection plus rapide versus ce genre d'inspection-là, qui est vraiment dangereux. Le danger d'avoir un arc flash dans cette situation-là est beaucoup plus élevé que ce genre de situation-là aussi. Okay. Alors, sont vraiment faites les fenêtres infrarouges pour faire les inspections visuelles ou thermiques, pour prendre des températures, pour comparer les températures en diffuse, des breakers, alors tout genre des applications qui est faites avec les fenêtres infrarouges. Maintenant, on a rendu le point
plus loin dans le cycle de vie des équipements ou les conditions d'état des équipements. Alors, on parlait au début de vibrations. C'est la façon la plus simple pour faire un diagnostic des équipements sans besoin d'avoir un système trop compliqué ou d'expertise qui est capable de le faire dépendamment des genres de conditions, soit en portable ou en continu avec le sensor. Après ça, on a parlé des ultrasons, encore c'est un système au départ. Et on a rendu les caméras d'imagerie thermique. Alors, les caméras d'imagerie, les grands avantages, c'est nous permettre de voir les températures à distance sécuritaire. Alors, je suis capable de capturer une température d'une surface à distance sans être trop proche pour faire un diagnostic. Mais il y a quand même certaines affaires qu'on doit comprendre. Tous les objets dans l'univers émettent les ondes infrarouges. Tout ce qui est en haut de 0 Kelvin transmet les ondes infrarouges. Avec les rayonnements infrarouges augmentent avec les températures. Alors, un exemple ici, un tasse verre d'eau avec la glace et moins d'énergie infrarouge versus une flamme ou quelque chose qui va générer beaucoup plus des ondes infrarouges. Les caméras thermiques sont fabriquées et faites pour capturer cette énergie-là et avec certains modèles des caméras, on est capable de mettre une valeur de calibration pour être capable de mesurer les températures de ces objets-là. Pas tous les caméras infrarouges sont capables de mesurer les températures, par exemple. Il y a certains modèles infrarouges qui sont juste faits pour night vision, on appelle ça, et d'autres sont calibrés pour convertir l'intensité en une valeur de température précise, à une certaine précision, à distance. C'est ça la différence, première chose. Mais aussi, comment on sélectionne les caméras infrarouges? C'est quoi qui est un facteur important? Un point qu'on explique toujours à tout le monde, c'est la résolution. Pourquoi c'est important? Comme les TV, ils sont rendus maintenant 4K, mais anciennement, il y avait des 1080. Maintenant, on a beaucoup plus de pixels dans le même champ de vision. Quand j'ai beaucoup plus de pixels dans ma caméra infrarouge, je suis capable d'avoir plus de précision. Alors, c'est pour ça que si on regarde les images ici, on voit que, un exemple, pixel 8 par 8, ça donne une image vraiment floue, on ne comprend pas c'est quoi. En augmentant la résolution, on voit beaucoup plus c'est le visage d'une personne. Bien sûr, utiliser les caméras de plus bon, on ne sait pas nécessairement c'est quoi, ça ne donne pas un résultat assez fiable pour dire c'est quoi le problème avec ça. Mais comment ça affecte ce genre de situations-là? Souvent, quand on veut inspecter des équipements, comme je dis, il y a aussi les distances de sécurité, mais en plus, il y a aussi des fois distance de genre des équipements. On ne peut pas être trop proche. Alors, comment on l'inspecte? Ça prend des caméras avec une bonne résolution. Pourquoi? On prend cet exemple-là. Ça, c'est une station électrique. On voit que malheureusement, l'image n'est pas claire, mais il y a un point chaud ici qui mesure 98,8 degrés Fahrenheit. OK? Ou disant 98. On prend une autre image. On voit qu'il y a un point chaud qui mesure 53 degrés C. Les caméras, maintenant, on amène une autre caméra avec plus haute résolution. Quel genre de température? On voit qu'avec une caméra avec une meilleure résolution, que je vais vous montrer c'est quoi la différence, il y a tellement 50 degrés C de différence. Alors, la même distance, même condition, même point, et 50 degrés C de différence. Excusez-moi, c'est ça, 50 degrés C quasiment de différence entre les deux points. Alors, la décision qu'on prend de diagnostic à ce niveau-là versus le diagnostic à 83, c'est pas le même. Ici, peut-être, si les températures externes, et aujourd'hui, il est 30, puis l'équipement mesure 37, c'est pas pire, quelque chose, il faut faire attention, mais c'est pas nécessairement critique. Mais quand on amène un bon système avec une bonne résolution, beaucoup plus de pixels, on voit que non, c'est rendu grave, c'est vraiment dangereux. Il y a quelque chose de danger qui va peut-être avoir une panne électrique. Si on regarde l'autre image en bas, même chose. On voit quasiment 100 degrés de différence entre les deux points pour la même chose. C'est quoi la différence? Alors, à gauche, les images sont faites avec une caméra de 160 par 120 pixels, qui, si on multiplie les deux valeurs, ça me donne 19 600 pixels ou 20 000 pixels à peu près. À droite, les images sont une caméra de 640 par 480, qui me donne un total de 307 200 pixels. Alors, c'est énormément de nombre de pixels sur le même point. Mais on voit le genre d'effets et résultats que ça nous permet. Est-ce que c'est nécessaire de tout avoir ce genre de résolution-là? Pas nécessairement. Si vous voulez juste savoir si votre point chaud sont en haut de certaines valeurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette résolution. Il y a d'autres résolutions entre ces deux points-là. Mais c'est à vous de déterminer c'est quoi le point critique. Regarde,
Alors, les questions que nous, on demande toujours à tous nos clients, c'est quoi le point plus petit ou le spot plus petit que vous voulez mesurer? Puis on demande à quelle distance. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose qu'on appelle spot size. Ça nous permet de calculer est-ce que la résolution des caméras et la lentille vous permettent de faire ce genre d'expression à bonne distance, sécuritaire ou non. Si c'est non, on va vous dire non, mais à ce moment-là, la meilleure chose, c'est de prendre tel modèle avec telle résolution. Okay? Pourquoi le rapport de points, le rapport de détail des points, c'est important? Tout le monde sont habitués à voir le gun à laser pour prendre les températures. Un exemple ici, une gun qui mesure 6 à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mesurer un spot de certaines tailles, ça se peut que je peux reculer à 1 pied ou 2 pieds. C'est ça qu'on veut toujours expliquer parce que le monde sont habitués à utiliser toujours le gun à laser pour prendre une température qui ne sont pas nécessairement les bonnes façons de prendre température. Si on prend une autre gun, ici un rapport, on voit qu'une gun à laser, le problème avec eux autres, de petites guns pour mesurer avec un pixel, il va prendre la température des fils et aussi tout ce qui est autour. Le problème avec ça, c'est qu'il va vous donner un moyen. Alors, c'est pour ça que c'est le même principe. Si vous avez pas assez de pixels ou même un pixel, le système va enregistrer les températures autour, il ne donne pas les températures précises. Alors, l'avantage d'un système thermique, c'est d'avoir plus de taille de points. Ça, c'est un autre gun à laser de FLIR, mais vous avez un imageur, un usuaire visualisé thermique là, pour voir. C'est toujours un gun à laser. Alors, avec un caméra thermique, je suis capable d'améliorer mes distances pour avoir une meilleure précision. OK? Maintenant, les caméras de FLIR, qu'est-ce qu'on offre comme solution? FLIR offre une grande gamme de produits portatifs, de tout genre, toutes les applications. Et vraiment, on a tout ce que vous avez besoin. Les questions qu'on va vous demander, c'est, comme je dis, c'est quoi le taille de points, à quelle distance, est-ce que vous voulez faire des rapports, quel genre de plage de température, est-ce que vous avez créé un système d'entretien, maintenance préventif régulier. Ça, c'est tout genre de questions qu'on va vous demander pour vous aider à sélectionner les bons systèmes, parce que c'est important que vous avez un bon système. Est-ce que la petite caméra va faire le bon job pour vos applications? Peut-être. Ou ça prend peut-être un grand système comme le T1020 qu'on voit ici. Alors, ça dépend vraiment de vos applications. Les questions, alors, c'est nous autres, on veut s'assurer que vous avez les bons systèmes pour l'application. Dans le portatif, maintenant, si vous avez une situation que vous voulez avoir quelque chose de fixe, parce que c'est important d'avoir un monitoring de continu. Soit un exemple. Un avantage d'une caméra thermique qui mesure la température, un grand marché pour FLIR, c'est les détections de feu, ou détection avant qu'il y ait de feu, on a dit ça, Early Fire Detection. Pourquoi c'est important? Imaginez que si j'ai un pile de bois ou pile de pneus de quoi, si je mets une caméra thermique qui mesure la température à certaines distances, alors je suis capable de le mettre quand même loin, mais pointer vers le pile. L'avantage de caméra thermique, c'est au lieu avant qu'il y ait de fumée, avant qu'il y ait rendu point de combustion, de flamme, il est capable de voir une hausse de température. Alors, si la pile de pneus, on prend ça comme exemple, c'est dehors, c'est l'été, il fait chaud, les caméras sont programmées de déclencher une alarme en haut de 60 degrés C. 60 degrés C, ce n'est pas la température qui va brûler les pneus. Ça ne va pas avoir un point de combustion. Même 100 degrés, je pense qu'ils sont 400 ou 500 degrés C. Alors, on peut programmer les caméras thermiques avant qu'il y ait rendu un feu, avant qu'il y ait le boucan, avant qu'il y ait dommage sur les matériaux. Hey, créez-moi une alarme. Tout de suite, avisez quelqu'un. Les caméras sont capables d'envoyer des courriels, envoyer des signaux, télécharger des images, un serveur. Ils sont capables de toute façon pour être plus facile. Alors, on peut regarder les équipements, on peut regarder des piles, on peut mettre ça dans le warehouse, plein d'applications. Les autres applications, c'est contrôle de qualité. On a des systèmes de caméras pour mettre dehors dans des moins 50, moins 40. On a ce genre des applications. Même les caméras thermiques sont maintenant utilisées pour mesurer la température corporelle. J'ai plusieurs installations au Canada et dans le monde actuellement qui utilisent les caméras thermiques pour mesurer la température dans le canifs interne pour voir si quelqu'un est le fièvre ou pas le fièvre. C'est une façon de faire des diagnostics sans besoin de faire des tests de COVID. C'est juste une façon pour être sûr que les personnes qui rentrent dans un certain endroit n'ont pas le fièvre. Alors, ils utilisent des caméras thermiques. Et on a aussi des systèmes pour contrôle de processus. Alors, des applications, c'est énorme. Mais on a des variations portables, on a des variations fixes pour tout genre des applications. Logiciel. Alors, dans le cycle de vie de vérification de data, comme j'avais dit, si on commence avec vibration, ultrason, on utilise les fenêtres infrarouges et les caméras infrarouges.
Ça, c'est le cycle des genre des équipements qu'on peut utiliser pour faire le diagnostic. Mais ça prend quand même un bon logiciel pour mettre ça tout ensemble. Pourquoi c'est important? Parce que c'est qu'est-ce qui nous donne l'histoire. Le rapport d'un diagnostic inspection, c'est qu'est-ce qui nous permet de faire prendre une décision, scheduler une réparation, maintenance. C'est qu'est-ce qui nous donne l'idée. C'est comme je m'en vais voir un docteur, il me donne un rapport de mon condition physique. Là, je peux déterminer c'est quoi la prochaine étape de qu'est-ce que je devrais faire. C'est les mêmes principes. Alors, moi, je dis ça tout le temps, c'est le deuxième côté de l'histoire. Le premier côté, c'est les équipements, le diagnostic. Le deuxième côté, c'est le rapport. C'est très important. Il ne faut pas oublier que le rapport, c'est quelque chose qui nous permet de faire vérifier et regarder, voir quel est l'historique de nos diagnostics. Alors, FLIR vous offre des choix. Pour réduire le temps d'inspection, on a un nouveau logiciel qui s'appelle le Thermal Studio Pro, qui est ouvert dans différentes versions. Ça nous permet de créer des modules templates custom avec votre logo. Dépendamment de certains modèles des caméras, je peux mettre des cartes, je peux mettre une table de résumé des équipements, des inspections. Je peux tout faire dans cette logiciel-là et générer un rapport pour partager avec le client, le patron, le bureau coopératif, tout le monde et créer un historique des diagnostics. En plus, on offre un système on appelle ça Route Creator, Inspection. Alors, si vous avez une situation que vous faites tout le temps le même genre d'inspection, à certaines fréquences, certains intervalles, au lieu d'avoir une inspection partout, c'est sans vraiment avoir une idée de comment vous allez faire, comme dans cette situation-là, j'ai plusieurs points inspectés, je vais aller point A, point B, point D, point E. Avec le shell on appelle ça l'ajout de Route Creator sur la caméra et dans le shell Thermal Studio, je suis capable de vraiment créer un route qui je vois ça sur ma caméra et me permet de faire un diagnostic comme il faut. Alors, j'ai capable de suivre une route de travail facilement pour réduire le temps. Alors, ça me permet vraiment de créer un point à B, A, B, C, D, et conditions que je peux mettre des notes détaillées. Puis cet écran-là va apparaître sur mon écran de caméra. Alors, le technicien peut regarder le caméra. Il n'a pas besoin d'apporter un laptop, un cellulaire, un pad de papier pour créer de quoi. Tout est fait sur nos caméras. Okay? Et finalement, la formation. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit toujours, c'est très important. C'est bon d'avoir les bons équipements, bon d'avoir un système de logiciel pour capturer ces données-là, mais aussi avoir les bonnes formations. Alors, FLIR vous offre, comme je mentionné tantôt, dans notre centre de Infrared Training Center, plusieurs formations. Il y a certains qui sont avec des certificats, on suit le certain nombre d'ISO, mais on vous offre aussi des formations gratuites. Il y en a en français aussi, la plupart sont en anglais. Et même maintenant, c'est rendu virtuel. Alors, vous êtes capable d'avoir votre formation certificat virtuel à cause du COVID. Anciennement, c'était typique en classe, mais maintenant, à cause du COVID, on vous offre virtuel aussi, des options. Le site web, c'est irtraining ou infraredtraining.com. C'est gratuit pour ouvrir un compte et vous pouvez voir le catalogue, quel genre de cours on vous offre tout. Comprendre c'est quoi l'infrarouge, comment on fait le diagnostic, vous avez l'émissivité, plein d'affaires topiques qui sont simples et gratuits. Il y a certains qui sont payants et avec le certificat, c'est sûr que c'est une formation de 4 jours avec un formateur qui vous explique toutes les données que vous devez faire. Alors, ça va conclure ma présentation. Maintenant, je suis prêt pour ouvrir pour les questions. Merci beaucoup, Manny. Tout le monde, ça c'est le temps de vous profiter d'avoir un expert comme Manny connecté avec nous aujourd'hui, de vous poser toutes vos questions. Veuillez noter que si vous avez des questions spécifiques sur les produits, les applications spécifiques, nous encourageons de nous visiter à notre site web itm.com/fr pour la version française. Vous pouvez trouver tous nos produits, les prix, disponibilité, spécifications et tous nos coordonnées de nous poser des questions spécifiques comme prix, disponibilité de tous les produits qu'on a vus dans la présentation aujourd'hui. Notre équipe des ventes techniques sommes heureux à vous répondre à tous vos besoins. Donc, utilisez la fonction chat pour demander toutes vos questions. On a un cas un peu spécifique, mais on va poser, on va le poser. Donc, la première question, c'est avec votre expertise,
Quelle est la meilleure caméra de FLIR pour les inspections d'un bâtiment? Ah, OK, ça c'est une bonne question. Alors, ça dépend. C'est une maison, c'est une duplex, c'est un grand building de 5 étages ou plus. Ça, c'est des questions. Alors, une chose que j'ai pas mentionné trop dans cette présentation-là, le deuxième facteur pour sélectionner une caméra thermique, c'est la sensibilité thermique. Ça, c'est très important. La première chose, c'est la résolution. Deuxièmement, c'est la sensibilité. Pourquoi? Pour voir un flux d'air, un flux autour de fenêtres, manque d'isolation, ce qui est des écarts de température élevés, la plupart des caméras de FLIR peuvent faire l'inspection. Ça prend une certaine sensibilité. Mais pour le flux d'eau, alors, si on va prendre une maison, un exemple. On a une filtration d'eau dans une sol de maison. Il y a une fissure dans la fondation. L'eau rentrait par la pluie ou la neige. Ça fait tremper la laine qui maintenant, on voit une tache sur le mur. Le client, il appelle la compagnie d'assurance ou il appelle l'inspecteur. Il dit, regarde, je vois une infiltration d'eau, j'ai un lot à terre. Est-ce que vous pouvez venir l'inspecter? Mais souvent, avant que les personnes y aillent pour inspecter, c'est un certain temps. Ce temps-là peut varier, peut-être quelques jours, peut-être 3 semaines, c'est difficile à dire. Mais le problème, si l'eau ne continue pas à rentrer, toutes les quantités d'eau qui est rentrée, ils sont trempées la laine, mais ils commencent à sécher. Ils vont évaporer, on dit ça. Puis on sait souvent, l'eau, où est-ce que ça rentre, c'est pas nécessairement le même point qui va sortir à terre. Ça, c'est toujours la même chose. Alors, quelqu'un qui a une caméra thermique de basse sensibilité ne va pas être capable de nécessairement voir comme il faut parce que la laine est toujours trempe. Puis avec certains temps, ça va causer des moisissures s'il n'est pas séché comme il faut, ou dépendamment de la quantité d'eau aussi qui est affectée. Alors, la personne va prendre une caméra thermique, va essayer de faire un diagnostic, il va peut-être voir la concentration d'eau sur la base plate à terre, ou s'il y en avait un de sol fini ou pas fini, mais il va voir, mais pas nécessairement c'est le point où est-ce qu'il s'est rentré. Si vous avez une caméra qui est très bonne sensibilité, en parlant de 0.07 degrés C ou moins, ça veut dire que, exemple, nos caméras E76, c'est, je pense, 0.03 ou 0.04 degrés C. Ça veut dire qu'il est capable de voir un différentiel de température en 2 pixels de 0.04 degrés C. Pourquoi c'est important? L'eau est tellement difficile à détecter parce que l'évaporation se refroidit surface, mais c'est minime. Puis, quand le mur est fermé, il n'y a pas beaucoup de circulation d'air. Ça arrive, l'évaporation, mais c'est réduit. Alors, c'est minime, cette différentiel-là. Si vous avez un sol fini, ça veut dire que vous avez le coup de vapeur, vous avez le gyps. En plus, ça va être toutes des affaires qui vont réduire qu'est-ce qui apparaît sur la surface. Alors, voir cette infiltration-là, c'est très difficile. Aussi, le temps de l'année. Si c'est l'été, l'hiver, ça peut l'affecter. Alors, l'important, c'est comprendre les limites. Suivre la formation de bâtiment, parce qu'on a aussi une version des formations de 4 jours, mais pour bâtiment, qui va vous l'expliquer, c'est quoi la limite, et avoir la meilleure caméra sensible que vous êtes capable d'acheter à votre budget. Mais il ne faut pas dire que, parce que j'ai déjà eu de clients qui ont acheté une petite, je vais vendre un petit adapteur cellulaire pour faire qui installe ça sur le cellulaire pour faire une inspection avec un service professionnel. Les compagnies d'assurance, les cours vont jamais accepter cette. C'est inacceptable. C'est pas vendre. J'ai déjà vu des gens qui font une inspection de bâtiment en service professionnel des clients. C'est pas recommandé s'il va avoir des problèmes avec ça. Il va manquer tellement des choses avec le temps. Alors, il faut vraiment appeler votre vendeur ou FLIR pour avoir des bons conseils. Je sais pas quelque chose que je peux répondre maintenant, mais on peut faire un autre appel puis on va vraiment rentrer en détail. C'est quoi l'explication? Oui, exact. Puis, comme un petit rappel, en question comme ça, quelques questions spécifiques comme ça, vous pouvez nous joindre et connecter à notre site web pour nous joindre à notre équipe. On a beaucoup de personnes qui ont experts puis beaucoup d'expérience là-dessus. Donc, on peut vous aider à trouver la bonne solution pour vos besoins. On avait un question. Excuse-moi, juste une chose à rajouter. Une chose que je peux vraiment, pourquoi j'aime beaucoup travailler avec les groupes d'ATM. Tous les vendeurs sont formés avec FLIR. Ils ont leur certification, ils ont certaines formations au niveau 1, niveau 2, même niveau 3. Dans certains cas, ils sont experts et connaissent les affaires. Alors, les conseils que vous allez avoir, c'est des bons conseils. Ça, c'est, nous autres, on aime, je suis fier et je fais confiance à l'équipe des ATM pour vous aider avec toutes les réponses. Merci, Mary. On avait une question pour les niveaux des cours pour les niveaux ITC.
Notre équipe, on fait de quoi on peut pour avoir tout le cédule pour le ITC sur notre site web itm.com. Mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez visiter le site web ITC pour avoir le cédule aussi. Puis, dès que vous trouvez quelque chose qui n'est pas sur notre site, contactez-nous, on va l'ajouter, puis on peut s'inscrire au cours. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours nous contacter pour savoir le cédule en futur et tout ça. Prochaine question. OK, encore spécifique. Une question de diagnostic. Est-ce que ça serait applicable pour l'analyse et historique de l'opération de composants comme les systèmes photovoltaïques? Vous parlez comme de système solaire, panneaux solaires, il me semble. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec si je connais les bons termes, je pense que c'est des systèmes photovoltaïques, c'est le système solaire, détection. Les caméras infrarouges sont utilisées souvent pour inspecter les panneaux solaires. Il y a plusieurs choses. Soit on peut mettre des caméras fixes pour vérifier, on peut mettre des caméras pan and tilt qui fait une inspection régulière. Ça, c'est utilisé pour voir s'il y a certains points infectés. Et souvent, une chose qui arrive, c'est la végétation. Tu sais, il arrive des saletés sur les panneaux qui réduit l'efficacité des panneaux. Alors, on est capable de voir facilement parce que des fois, avec caméra visuelle, discuter, c'est pas évident à cause des couleurs, tout ça, mais caméra thermique, il voit facilement que ça, il y a tache sur le panneau. Avec une caméra portatif, ça se fait aussi. Et il y a certaines méthodes. J'ai beaucoup des exemplaires qui expliquent, même des recherches et tout qui étaient faites par des spécialistes, pas des FLIR, mais des clients de FLIR qui ont nous fait des présentations qui expliquent comment faire les tests pour vérifier l'efficacité des panneaux. Souvent, qu'est-ce que j'avais compris? Ils inversent, au lieu que les panneaux créent l'énergie, ils injectent l'énergie pour voir l'effet cycle reverse, puis ils sont capables de vérifier chaque cellule des panneaux. Okay? Et la troisième méthode que je vois souvent maintenant, c'est les drones. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent les drones avec des caméras thermiques qui mesurent la température. N'oublie pas, parce qu'il y a des drones qui ont juste des caméras infrarouges pour détecter si quelqu'un marche. Ils ne mesurent pas de température. Et des drones qui ont vraiment sont capables de mesurer la température avec précision, à distance. Puis ils sont capables de créer des diagnostics et des rapports avec aussi. Alors, il faut faire attention. Mais alors, il y a différentes méthodes, dépendamment des besoins, dépendamment de l'installation aussi. Parfait, merci. Un petit rappel pour toutes vos questions, utilisez la fonction chat. On a plein de temps, au moins 15 minutes de vous répondre. Si on n'a pas de temps de vous répondre à toutes vos questions, encore, itm.com/fr pour la version française, puis vous pouvez nous contacter par notre site web pour toutes vos questions. Marie-Josée, si je pense qu'on va vous tout envoyer une copie de la présentation en lien après la présentation. Sinon, on peut prendre vos coordonnées puis envoyez-vous votre copie. L'autre question de Maxime. Est-ce qu'une caméra ultrason serait en mesure d'analyser un potentiel bris interne d'un moteur à combustion? Alors, si le bris va générer des fréquences ultrasons, c'est difficile à dire, peut-être. Honnêtement, souvent, c'est les bearings qui les mondes vont regarder l'ultrason. Tu sais, un exemple, un conveyor, il veut vérifier si le lubrifiant, il y a assez de lubrifiant ou non. Tu sais, il check avec l'ultrason, on voit, il y a des fréquences, parfait, je vais mettre l'huile, ça marche bien, je le vois tout de suite. Versus une caméra thermique, il faut que j'attends que ça chauffe. Alors, il faut que je parle le système, ça roule pendant un certain temps, et là, je reviens faire les vérifications. Avec l'ultrason, je le vois tout de suite. Le bris dans un moteur, ça dépend si ça génère. Honnêtement, peut-être à ce moment-là, ce serait plus de vibration que je peux l'utiliser. Parce que si un bris, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien lancé, ça va créer plus de vibrations. Si vous allez installer les sensors, un exemple, si vous avez d'autres moteurs pour comparer avec, on le voit tout de suite. Sinon, je peux mettre des sensors pour vérifier la vibration. C'est là que ça me donne une façon d'indiquer. Puis, si je peux le faire portatif, alors sur place, ou je peux le mettre un sensor. Puis les sensors s'attachent. On peut mettre avec Velcro, aimant, coller, strap. C'est vraiment à vous autres. C'est important d'avoir le meilleur contact possible avec les équipements. Puis je peux regarder ça. Ça, c'est pour le système en continu.
ou je peux le faire aussi avec les systèmes portatifs, dépendamment de vos besoins. Alors, l'ultrason peut-être, mais bris interne, il faut qu'il génère les fréquences dehors. Alors, il faudrait l'essayer. C'est quelque chose à tester. Oui, absolument. Bien, merci encore. Un petit rappel, utilisez le fonction chat pour toutes vos questions. Prochaine question. Peut-on détecter les fuites de SF6? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, si les fuites sont, il y a pression pour créer on appelle ça le vortex, pour générer parce que l'ultrason, il faut que les fuites génèrent l'ultrason. S'ils sont pas, le SF6, s'il n'y a pas sous pression, puis c'est une pression ambiante, nominale, il n'y a pas d'ultrason parce que la fuite ne génère pas la fréquence ultrason. Mais s'il y a sous pression, qu'il y a un potentiel, on ne le voit pas, on l'entend, bon, il est capable, oui, à ce moment-là, on va détecter. J'en ai déjà des compagnies électriques, mais les autres, c'était plus dans les combustions charbon, pas le SF6, mais ils ont utilisé pour voir le fuite de gaz avec aussi, mais il faut s'assurer qu'ils sont sous pression. Parfait. OK, on va regarder. On a beaucoup de questions, mais, donc merci à tout le monde. Oui, excuse-moi, juste pour répéter, mais j'en ai des caméras thermiques spécialisées pour voir le fuite des SF6, comme une bucane facilement. Les autres, si c'est pression, pas de pression, on va le voir, finalement. Dépendamment aussi des concentrations, ça c'est quelque chose, je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais dépendamment des concentrations, mais j'en ai des caméras thermiques spécialisées pour voir le fuite des SF6, j'en ai des caméras pour voir le CO2, le CO, le méthane, le propane, c'est vraiment spécialisé, des caméras thermiques, pas d'ultrasons. L'ultrason, c'est la façon plus simple, mais il faut avoir sous pression. Donc, encore un petit rappel, quelque chose de très spécifique comme ça, allez-y sur notre site web, trouvez nos coordonnées, envoyez-nous un courriel, quelque chose comme ça, puis un de nos experts va vous aider. Aucun problème là-dessus. Comme Annie a dit, on a beaucoup d'options en thermique, donc on peut parler depuis des heures avec les solutions. Moi, j'aime ça parler. Ma famille dit tout le temps, je parle trop. Donc, prochaine question, on a... OK, comment peut-on jumeler les données de vibration avec les données de caméra infrarouge pour un moteur diesel? Alors, présentement, les logiciels de FLIR sont indépendants. Alors, j'ai le logiciel de vibration qui va générer des graphiques et des valeurs CSV. Soit je le fais par mon cellulaire qui me donne 5 jours de temps, ou si je veux avoir quelque chose de plus long, à ce moment-là, je fais l'enregistrement d'un système dédié par PC qui va enregistrer en continu. C'est dépendamment. Ça, je peux tout l'extraire en graphique et en CSV pour mettre ça dans un Excel. En ce moment-là, les logiciels sont indépendants. Il faut le mettre manuellement, importer le graphique, tout ça. Mais cette année et l'année prochaine, on développe. Malheureusement, le COVID, ça a retardé tous nos projets un peu parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour nos caméras thermiques l'année passée pour détection des températures corporelles. Alors, tout ce qui est développement pour logiciel, c'était retardé d'un an. Alors, je dis vers la fin de l'année et l'année prochaine, on va voir commencer de jumeler pour avoir un logiciel qui me permette de combiner toutes les affaires ensemble. Présentement, ils sont séparés, mais je peux l'amener juste en graphique ou en tableau directement, manuellement dans le logiciel. Parfait. OK, prochaine question. Yves, pour les formations ITC à niveau 3, on va vous contacter par courriel en privé. On va vérifier le cédule pour le niveau 3 pour vous, puis on va vous contacter après. Donc, prochaine question. On va avoir beaucoup de questions, c'est bon. Serait-ce aussi pertinent pour application de HVAC où ce type de système n'est pas suffisant critique pour faire Marie-Josée, si vous pouvez être un peu plus spécifique de quoi vous... Pour l'ultrason, c'est ça, est-ce qu'il demande pour l'ultrason, la thermographie, c'est ça que... Ultrason, oui, ça peut servir, le système HVAC si c'est sous pression, dépendamment de mais ça peut, le système de vacuum. Alors, il y a une façon, il faudrait l'essayer. J'ai vu déjà des applications de ça, mais moins d'expertise, j'en ai pas, mais je peux demander, j'en ai des spécialistes, je peux les vérifier avec eux autres pour les
ultrasons pour les thermiques tout le temps. Les caméras thermiques sont utilisées pour voir. Souvent, le plus simple, plus facile, c'est si j'ai un bris ou de quoi dans un tuyau en arrière de la mur, on le voit qu'il y a une température sur la surface. C'est comme ça, il est capable de dire, il y a une bris là, c'est déconnecté là. C'est facile à le voir. Ou la fuite dans le tuyau aussi. Mais il y a certaines limites, mais ça se fait aussi. Souvent, c'est l'infrarouge qui est utilisé. OK, parfait. Robert, il y a une question pour l'ultrason. Est-ce qu'on peut détecter des fuites de réfrigérant avec l'ultrason? Même chose, si suppression que peut-être, oui, je devrais être comme je sais qu'ils sont suppression d'habitude le système réfrigérant. Alors théoriquement, peut-être je vais générer. Les caméras, le SI124 est capable de mesurer de 2 kHz jusqu'à 35 kHz. Alors vous avez quand même une bonne gamme de détection. Mais je pense que oui, il faudrait. C'est quelque chose à tester. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il y a des listes, il y a plein d'applications qu'on peut faire. L'important, il faut qu'il soit sous pression, une bonne pression. Pas minime pression, une bonne pression pour générer. Parce qu'il faut que la fuite crée l'ultrason pour qu'il soit détecté par la caméra. Au moins 2 kHz. Ouais, c'est bon. Donc, dernier rappel pour tout le monde. Si vous avez des questions, on a 5 ou 6 minutes qui restent. Donc, utilisez la fonction chat. Prochaine question qu'on a. Le système de décharge partielle, est-ce qu'il fonctionne en GIS, Gas Insulated Switchgear? OK, la question, c'est capable de détecter l'effet de décharge partielle dans le Gas Insulated Switchgear? Je crois que oui. Je pense, oui. Ça devrait fonctionner. J'en ai déjà vu Je peux vérifier. Chris, si vous voulez me renvoyer un courriel, je vais confirmer. Quand je suis pas sûr de quelque chose, j'aimerais pas dire n'importe quoi. J'aimerais vraiment le vérifier. Alors, je vais vous vérifier puis on revient là-dessus. Parfait. Donc, Alvaro, on va vous contacter après le webinaire avec une réponse exacte. Prochaine question pour le SV87. La communication entre récepteur et l'émetteur, c'est seulement Bluetooth. Est-ce qu'il cause un problème avec le portée? Ça veut dire, oui, il faut quand même être à peu près 35 pieds, si je me rappelle bien, dépendamment. Mais quand même, c'est le nouveau Bluetooth, ça, c'est quand même, il est fort, le signal. Vous avez des batteries lithium qui sont bons pour 5 ans dans le sensor, alors ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est fort, mais oui, il y a certaines limites de distance. Je pense à peu près 30 à 35 pieds que vous devriez être installé. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours avoir plusieurs récepteurs connectés à un compte qui va avoir plusieurs options. Ça dépend des équipements, ça dépend de l'installation. Mais oui, le Bluetooth, la raison pourquoi on a fait le Bluetooth, c'est le Wi-Fi souvent est affecté, tu sais, comme les équipements, il y a trop de fréquences. Le Bluetooth est moins affecté dans sa transmission versus le Wi-Fi pour les données. Le Wi-Fi est seulement le receiver qui transmet à cloud ou le PC. Mais les sensors sont Bluetooth qui sont beaucoup plus forts transmettre ça. Parfait. Puis Marie-Josée a confirmé que oui, la question plutôt était l'ultrason avec le HVAC. OK. Donc, c'est ça. S'il y a la suppression, que je pense pas vraiment le système de CVAC va être suppression parce qu'il y a beaucoup de registres ouverts. Alors, mais si c'est de pression pour générer, peut-être. Mais je pense que c'est mieux avec, je pense, thermique versus tétrasol en ce cas-là. OK. Oui, OK. Prochaine question. Avec une caméra portable, je crois qu'il parle d'infrarouge, peut-on faire le maintenance conditionnelle pour HVAC? Avec une caméra thermique portable? Je pense que oui. Oui. Toujours, oui, bien sûr. Il y a plusieurs. Actuellement, il est déjà utilisé. Puis vous êtes souvent dans le HVAC, vous n'êtes pas obligé d'avoir des systèmes, grands systèmes. Le système, parce que l'écart de température est beaucoup plus élevé. Les genres de diagnostics qu'on cherche, c'est si un bris soit en arrière de la mur. Alors, je ne suis pas obligé d'ouvrir la mur pour détecter. On le voit facilement avec les caméras thermiques. S'il y a des fuites,
les fuites sont dépendamment de comment ils sont faits, tout ça, mais puis si les docks souvent sont lustrés à la caméra, il va y avoir beaucoup de réflexions. C'est pour ça qu'il faut, mais c'est plus des CMD quelque part, on va le voir. Et aussi pour vérifier les températures. Alors, ça, c'est une autre façon de le faire. Je prends des caméras thermiques pour checker les températures des registres d'air. Celui-là, est-ce qu'il est même température de l'autre? C'est quoi? Si j'ai une grande différence de température, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, le système n'est pas bien balancé, il brille quelque part, plein d'affaires qui peuvent arriver. Mais c'est utilisé souvent dans le CBRC, c'est vraiment la façon plus simple pour détecter, faire des diagnostics. OK, on a une dernière question de Jérémy. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous posez, mais il parle des décharges partielles dans les moteurs MT. Il veut savoir si les caméras ultrasons sont capables de détecter des décharges partielles des moteurs? Oui, ça se peut. Oui, on va aller avec oui, ça. décharges partielles, oui, parce qu'ici, il commence d'avoir souvent dans les autres, des décharges partielles électriques, parce que c'est beaucoup d'énergie qui va créer l'effet des couronnes, qui on est capable de le voir, parce qu'il y a certaines fréquences d'ultrasons générées qu'on est capable de pour éviter. Alors, je pense que oui, je sais que les moteurs sont utilisés. Encore, Jérémy, les caméras ont été introduits l'année passée. Alors, si les fréquences, moi je dis toujours, il est capable de faire plusieurs choses, mais il faut juste être sûr qu'est-ce qu'on garde, jamais d'ultrasons pour être capable. C'est pas comme un chaleur de point chaud. Je pourrais dire que si le bearing qui n'est pas bien lubrifié, un système, ça arrive aussi des fois, caméra thermique, il voit que le moteur qui n'est pas bien balancé va chauffer plus rapidement qu'un moteur qui est balancé. Ça, c'est toujours le cas. Alors, on peut utiliser une caméra thermique. Mais ça veut dire, à ce moment-là, l'équipement est rendu plus loin dans la vie. C'est pour ça qu'on montre les graphiques de cycle de l'état aux conditions. Là. Si vous avez rendu à ce point-là, c'est mieux d'utiliser la caméra thermique. Si vous êtes départ, une nouvelle installation, la façon plus simple à faire vérifier, mettre un senseur de vibration. C'est le moins cher système. C'est facile, c'est pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de mettre technicien là-dessus. C'est quelque chose que je peux le garder tout le temps en continu, voir s'il y a des changements facilement versus caméra thermique, c'est plus loin. Ça veut dire que le système était déjà installé un certain nombre d'années. Il y a des de quoi, peut-être une mauvaise installation, une load, quelque chose de défectueux des manufacturiers. On ne sait pas, c'est plein de choses. Mais ça prend des caméras thermiques, mais ça rendu plus loin. Alors, ça dépend la vie, quel point dans la vie de cet équipement-là. Absolument. OK, donc je pense on n'a aucune question à date. Donc, Manny, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour toute l'information puis répondre à toutes les questions de tout le monde. Ça, c'est beaucoup de questions, puis ça, c'est parfait. Donc, merci encore. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à Chris et le groupe d'ITM pour faire organiser ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Donc, au nom de toute l'équipe de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'ITM d'instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site internet itm.com/fr pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Grâce à itm.com, vous aurez accès à notre liste complète de produits FLIR avec des descriptions et des spécifications. Vous trouvez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un membre de notre équipe d'assistance technique. Nous pourrons répondre à toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Au sujet des webinaires, nous avons des webinaires à venir au cours des prochaines semaines et mois. Veuillez visiter la section formation sur itm.com pour un calendrier complet des prochains webinaires et sujets. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez de vous vérifier. Donc, Manny, merci encore. Merci à tout le monde à nous rejoindre aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée. C'est tout bon. Bonne journée.